Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture, je vais essayer de faire vite. Avec Big Mind, Esprit Zen, Esprit Vaste du Maître Zen Dennis Genpo Merzel, oui c'est ça, aux éditions synchroniques. Alors, le Big Mind en fait c'est un concept, c'est une pratique qu'il a créé ce monsieur. Et j'ai acheté ce livre justement parce que j'ai toujours eu du mal avec les méditations depuis le nombre d'années que j'ai essayé de le faire. Maintenant ça va, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Même si j'ai toujours du mal à rester en place. C'est mon gros problème, je sais pas rester en place. D'où le yoga. Euh, et en fait, j'ai acheté pas pour cette raison-là, mais parce que c'était un maître zen. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Et en fait, je savais pas trop de quoi ça parlait. La quatrième de couve le dit pas beaucoup en fait. Ce monsieur a eu un parcours, enfin on découvre son parcours. Et on découvre surtout qu'il a pratiqué la méditation, mais qu'il trouvait que c'était pas si accessible que ça à tout le monde. Je suis entièrement d'accord. Ou alors que c'était extrêmement long pour y arriver. Donc il s'est dit il faut trouver un moyen de rendre ça accessible à tout le monde et rapidement. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, il a rencontré des psychologues, des psychanalystes jungiens qui, eux, ont mis en place une thérapie qu'ils appellent le dialogue intérieur. Et ils trouvaient ça fascinant et hyper intéressant parce que je considère, si j'ai bon souvenir, que ça peut débloquer des choses en fait chez soi. Sur le principe, je suis aussi d'accord. Et il a voulu unifier les deux, en fait, la méditation et la psychanalyse, ce type de psychanalyse, en disant, si vous dites je souhaite parler à la voix 2 et que vous répondez tout de suite oui, je suis la voix 2, soi-disant que ça va fonctionner. Oui, là, si vous m'écoutez, vous dites je suis tout à fait sceptique. J'étais pareil. Tout le livre, il y a une grosse partie où il explique en fait la méthode sous forme de dialogue. Et en fait, c'est de mon point de vue, je parle de mon point de vue, je trouve que c'est très basique parce que les réponses de ces voix en question, c'est un peu ce qu'on pourrait tous répondre. Voilà, c'est vraiment la base de chez base de tout être humain. Je suis pas convaincue par cette méthode-là parce que ouais, je sais pas trop, mais si je prends mon cas personnel, beaucoup de choses se passent dans l'inconscient. Donc ça marcherait pas avec moi. Je suis pas sûre qu'il suffise de faire ça pour que ça marche, sinon ça ferait longtemps que ce serait utilisé en thérapie tout le temps. Donc voilà, je suis pas du tout convaincue par ce livre. Par contre, je l'ai trouvé fascinant. Parce que quand même l'idée de base est bonne. Je trouve personnellement que cette idée de base est bonne. Maintenant, qu'il suffise de faire ça, je suis pas du tout convaincue, je me répète un peu. Autre information, le CD qui fournit avec, ne pas l'écouter avant la lecture, sinon vous n'allez rien comprendre. En plus, extrêmement long, il fait 75 minutes, je crois. Vous avez une première piste où en fait c'est un exemple de ce fameux Big Mind. Et la deuxième piste, c'est une séance de méditation que j'ai pas testé du tout, honnêtement. Et la troisième, c'est une interview mais en anglais qui dure 15 minutes. Et j'avoue que je suis pas assez. J'ai pas un anglais assez bon pour pouvoir suivre une conversation complète. Donc, hyper intéressant, mais pas convaincu du tout, honnêtement. Ensuite, on va aller chez les éditions Le Mot et le Reste avec La Femme Paradis de Pierre Chavagné. Livre que j'ai longuement hésité à acheter et à lire parce que ma libraire en a parlé en club de lecture et je l'ai senti très... En fait, c'est un livre qui fait réfléchir. C'est pas le livre que vous allez aimer ou pas aimer, c'est le livre qui va vous faire réfléchir. Et du coup, moi, au moment où elle en a parlé, j'étais dans une phase psychologique qui était un peu particulière, ce qui fait que j'ai dit, est-ce que tu penses que je saurais le lire, que j'accepterais, en tout cas, ce livre? Elle m'a dit, je ne sais pas. Et là, pour le coup, enfin, elle m'a pas dit, il n'y a que toi qui pourras répondre à cette question, mais presque. Et je me dis, ouais, allez, si, je vais, parce qu'il y a un truc il y a un truc qui m'interpelle. En fait, on est dans une forêt où il y a une femme qui vit seule dans une grotte, qui a un programme extrêmement précis. Elle se lève à telle heure, elle fait une séance de yoga. Oui, je sais, encore le yoga. Depuis que j'en fais, ça me poursuit. On connaît pas son passé, on sait rien, on sait juste qu'elle survit avec ce qu'elle a sous la main en fait. Elle s'est créé un petit potager, enfin voilà, elle vit aussi de la chasse évidemment. Donc déjà ça pose des questions par rapport à ce mode de vie, comment elle en est arrivée là. Et on découvre une femme surtout très sauvage.
elle est vraiment très sauvage. Elle fait attention quand même à elle, mais c'est l'idée même qu'il y ait d'autres êtres humains qui puissent s'approcher d'elle, c'est un non catégorique. C'est pour elle, les autres êtres humains sont comme des animaux pour elle. Et il y a justement ce moment dans sa vie, enfin dans sa petite vie qu'elle s'est créée, où des êtres humains vont approcher de son territoire. Voilà, elle considère ça comme son territoire. Elle vit vraiment comme un animal sauvage en fait, où son but c'est de protéger son territoire. Et la question va se poser, mais jusqu'où peut-elle aller en fait? Est-ce qu'elle va aller jusqu'à tuer un être humain pour protéger son territoire parce qu'elle a oublié tout ce que c'était que d'être humain justement, le fait de se poser des limites, etc. Elle en a plus, vu qu'elle est coupée de toute civilisation depuis plusieurs années. Et comment j'ai expliqué ça? C'est très compliqué de parler de ce livre sans spoiler, déjà ça. Et c'est hyper intéressant en plus parce que l'auteur explique à la fin comment est venue cette histoire. Et après avoir lu le livre, je trouve ça hyper intéressant. Je vais préciser juste un détail, c'est qu'on est dans une société plus ou moins dystopique, mais on s'en rend pas compte. C'est juste vers la fin où on a des détails, où on nous explique comment cette femme en est arrivée à vivre de cette manière-là. Et du coup, ça change tout notre point de vue sur cette femme. Parce que tout le long, en fait, il y a ce côté très distant dans l'écriture de l'auteur, ce qui fait que nous, on se dit qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, ça pose d'énormes questions sur la capacité de l'humain à pouvoir devenir potentiellement un animal sauvage, totalement sauvage. Et je trouve que le titre La femme paradis est hyper bien trouvé. C'est une maison d'édition, ça fait 2 livres que je découvre d'eux, et à chaque fois ça fait mouche. C'est ce genre de livre qui vous pousse à réfléchir tout en ayant quand même ce plaisir de lecture malgré tout. Et ouais, la dernière phrase est tellement juste, se jouant habilement de la mince frontière qui sépare le désir de la raison. Ébranler nos certitudes, c'est totalement ça. Aujourd'hui encore, je suis incapable de vous donner un avis précis sur ce livre parce que c'est juste pas possible. C'est juste une vraie bonne question sur l'impact que la société peut avoir sur un être humain, l'impact que des événements, des épreuves de vie peuvent avoir, et surtout le fait qu'on a besoin les uns des autres pour rester humains, dans une certaine mesure, entre guillemets, et que sinon ça peut très vite finir comme ça finit là-dedans. Est-ce positif ou négatif? Je vous laisse juger. Moi, je suis incapable de le dire. Je sais pas. Je suis comme ma libraire là-dessus, sur ce coup-là. Ensuite, on va passer à... Allez, on va passer à celui-là. Gabriel Shin-Toshiba en cabané aux éditions Folio. Moi j'ai pris la format poche déjà parce que c'est moins cher et aussi parce que c'est ma libraire encore une fois qui a frappé. Et en fait ce livre, alors je précise que les 2 premiers livres, parce que c'est une série de 3 tomes, les 2 premiers livres peuvent se lire indépendamment et pas dans l'ordre. Par contre le dernier il faut vraiment le lire en dernier. Ici moi j'ai choisi le premier parce que c'est le plus fin et qu'on débute quand même. Et on suit en fait Anouk, une jeune femme, alors j'ai pas son âge là, honnêtement, mais qui décide de quitter son appartement à Montréal pour aller dans une cabane abandonnée dans la région de Kamouraska. Donc c'est en plein milieu d'une forêt, c'est un peu l'idée là du paysage que vous voyez. Et en fait, elle décide de tout plaquer pour être en accord avec ses principes, c'est-à-dire l'écologie, tout ça. Je vous rassure, il n'y a rien de moralisateur, en tout cas dans ce tome-là. Et en fait, je trouve ça très drôle parce on la suit, ça fait quelques mois qu'elle est là-dedans, et que c'est pas si évident que ça de vivre sans télé, sans téléphone portable, sans gaz, sans électricité, sans eau. Elle explique le avant-après avec un humour mais incroyable. Je rigolais parce que tellement c'est vrai en fait. Tout ce qu'elle dit est tellement vrai qu'il n'y a même pas à discuter. Je jubilais par moments parce que surtout sur les femmes en fait. Elle incite un peu sur les femmes parce que c'est là où c'est encore plus vrai que chez les hommes. Et en plus, il y a ces expressions québécoises que vous retrouvez au fil des pages, mais à mourir de rire. Je vous le recommande plus, parce que là, si vous voulez rigoler, et en même temps apprendre des choses sur le Québec, parce qu'on apprend énormément de choses sur cette région du monde que je ne connaissais pas.
mais qui sont tellement accessibles, parce qu'on vit ça dans le monde entier. J'en dirai pas plus sur ce livre, parce que, outre cet humour incroyable, il y a quand même derrière beaucoup de réalité. Et c'est ce que j'aime. J'ai du mal avec les livres autour de l'écologie parce que ça me fascine. Et je sais que c'est hyper important. Mais on en parle beaucoup trop. Il y a des sujets comme ça où plus vous en parlez, plus vous allez soulager les gens et moins ils vont y prêter attention. C'est un peu ça l'idée. Il faut en parler, mais juste de temps en temps. Sinon, ça va saouler les gens. Et j'aime pas les moralisateurs. Je déteste ceux qui font la morale, ça m'insupporte pas possible. Et là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de morale. On ne fait pas la morale. Par contre, j'ai une inquiétude sur le dernier tome parce que le deuxième, il y a un petit côté moralisateur, mais vu le sujet, là, ça m'intéresse. Par contre, sur le dernier, apparemment, ça risque d'être un petit peu... Voilà. Donc je médite encore la question. Je vais lire déjà le second qui m'attend sagement dans ma pile à lire. Et nous aviserons. En tout cas, pour moi, celui-là, ça a été un coup de cœur, pas possible. Ne serait-ce que pour l'humour et ses expressions de dingue. Je vous rassure, je sais que les expressions québécoises peuvent faire peur. Déjà, à la fin, il y a un glossaire, mais je vous assure, vous en aurez très peu besoin. Moi, la plupart, je les ai comprises d'office. Ensuite, on va passer à deux autrices, oui, parce que j'ai envie de faire des petites et spéciales autrices. On va commencer avec Mercedes D'Ambrosi, aux éditions de Le Chemin de Fer pour les deux. Et on va commencer avec Rien de bien grave, qui est illustré aussi par Renaud Bouener. Alors, petit exemple, voilà. En fait, on suit une femme. J'adore Mercedes D'Ambrosi parce que c'est ce genre d'autrice. C'est tout ce que j'aime. C'est des livres où, quand on regarde bien, il se passe pas grand chose, mais ça dit tellement de la société. Mais tellement. Ici, en fait, on suit une femme qui prépare à manger, on attend son homme, et elle reçoit plein d'appels dans tous les sens. Et on se rend très vite compte qu'il est arrivé quelque chose de grave et qu'elle veut en parler, qu'elle a besoin d'en parler. Sauf qu'elle se fait couper la chic tout le temps et que les personnes qu'elle a au téléphone préfèrent parler d'eux, en fait. Ils ne l'écoutent pas. C'est, à mon avis, le genre de femme qui est tellement gentille, mère au foyer, enfin, mère, je sais pas si elle est mère, mais femme au foyer en tout cas, et où les gens se foutent un peu d'elle, elle est un peu transparente. Grosso modo, c'est quand on a besoin de toi, t'es là, mais sinon, voilà. Mais il s'est passé quelque chose de grave, donc on a cette curiosité un petit peu pas très saine en tant que lecteur de dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on s'aperçoit très vite qu'il y a une pièce dans la maison ou l'appartement où elle fait très attention, qu'il faut que la porte soit bien fermée, ce genre de choses. Il y a des détails qui font qu'on se doute qu'il s'est passé quelque chose vraiment de très grave, quoi. On finit par savoir quoi. Et effectivement, c'est très grave et c'est tout le côté, et c'est ce que j'aime avec cette autrice, c'est qu'elle a réussi à rendre ça, ça m'a rappelé un peu des pièces de théâtre ou ce genre de choses, un peu d'absurde en fait. Ce côté absurde où on vous fait tourner un peu autour du sujet, mais jamais on l'aborde de manière frontale, et dès que c'est fait, on se dit c'est pas possible, tous ces gens qui n'écoutent pas de cette femme, qu'elle a besoin de parler de ça, parce que bah, c'est quand même pas anodin, c'est quand même grave quoi. Et en même temps, ça pousse un peu à nous faire rire, et en même temps, ça nous montre aussi que nous avons tous un peu une curiosité malsaine dès qu'il s'agit de choses où on sait, on devine qu'il s'est passé quelque chose, on devine que c'est grave, mais on va quand même vouloir savoir. Même si quelquefois ça peut être tellement glauque que vaudrait mieux pas. Enfin soit. Tout ça pour dire que j'aime l'écriture de cette autrice, que je vous la recommande avec une puissance pas possible. Je vais vous parler d'un autre livre d'elle que là je sais pas comment je vais vous en parler. En fait, il y a une histoire avec ce livre. C'est Rendez-vous au paradis. J'ai rencontré l'autrice l'année passée. Et je me souviens que ce livre-là, à cause de la phrase qui est en quatrième de couve, que je vous montre ici, je me suis dit, au regard de mon passé à moi, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de le lire. Et en même temps, il y a un aspect historique dans ce livre qui m'intéressait beaucoup, puisque ce roman est autobiographique. Enfin, biographique, autobiographique. En fait, elle fait le portrait de sa famille, de l'histoire de sa famille même. Et en fait, j'ai du mal à parler de ce livre. Parce que déjà, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai juste ce souvenir de cette dame exécrable qu'on découvre au fur et à mesure des pages. D'une personne en fait qui aurait pu avoir une vie mais de rêve et qui se retrouve à ne pas avoir du tout la vie qu'elle voulait, et que du coup elle le fait payer à ses enfants, je pense, surtout à une de ses filles.
Et on découvre cette relation extrêmement tendue entre les deux, sauf que cette dame se trouve être la mère de l'autrice qu'elle est en fin de vie, et que Mercedes d'Ambrosi va s'occuper d'elle parce que ça reste sa mère et qu'elle peut pas s'en empêcher, et qu'elle est trop gentille, et qu'elle va se prendre des horreurs dans la figure pas possible. Enfin, par exemple cette phrase. Et en même temps, je pense que l'autrice, même si ses relations avec sa mère étaient problématiques, elle a peut-être eu ce besoin de comprendre d'où ça venait, en retraçant l'histoire de sa mère et de sa grand-mère, etc. En se disant, mais c'est pas de sa faute en fait, de trouver une excuse, sauf que non, les parents n'ont aucune excuse à dire ce genre d'horreur. Voilà, voilà. Et j'ai été fascinée en lisant parce qu'on sait pas tout de suite que c'est, il me semble, enfin moi je me souviens pas d'avoir compris tout de suite qu'il était question de la mère de l'autrice en fait. Je l'ai compris qu'à un moment donné en me disant mais c'est pas possible. Comment on peut parler à son enfant de cette manière et comment l'enfant peut accepter et continuer quand même d'aider cette personne. Et en même temps je comprenais parce que je suis moi-même une trop grande gentille. Voilà. Donc je pense que j'aurais fait pareil que l'autrice. J'aurais fait pareil qu'elle. Donc je peux comprendre. Et c'est juste incroyable. C'est une leçon d'histoire aussi ce livre parce que quand même ils ont traversé l'Espagne franquiste et les différentes querelles familiales. Est-ce qu'on peut parler de querelles familiales? C'est plus compliqué que ça, mais l'évolution en fait de l'histoire et l'impact que ça a sur une famille d'immigrés. Je dis immigrés, j'espère que je ne me trompe pas de mots. J'ai toujours une confusion sur ces types de mots-là, mais bref, voilà. C'est un livre qui fait quand même pas mal réfléchir après. Et il y a une photo à la fin de la maman qui est juste... voilà. Bref, je ne saurais pas trop quoi en dire de plus, vu que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce livre, je l'ai lu il y a longtemps. On ne rappellera pas pour quelle raison je n'ai pas pu vous faire la vidéo plus tôt. Merci papa. Et enfin, on va terminer avec une autre autrice. Désolée, quelquefois je vérifie avec le reflet de la télé si la caméra fonctionne. Bon, on reprend. Caméra encore en panne, comme d'habitude. Par-delà nos corps, donc je disais Bérengère Cournut, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, une femme va répondre en fait à une lettre de son ancien amant. Cette fameuse lettre, vous pouvez la trouver dans le livre de Pierre Sandor qui s'appelle Minuit en mon silence. On a un récap ici en fait, je vous rassure, de la fameuse lettre si vous ne l'avez pas lue. Et en fait cet ancien amant était un soldat allemand, sauf qu'ils se sont rencontrés eux, je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après la Première Guerre mondiale, pardon, j'ai évité de dire des bêtises. Je vérifie, j'essaie de trouver. Je ne trouve pas. Bref, je ne sais plus si c'est avant ou après. Bref, je sais juste que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus, qu'ils n'ont pas communiqué. Elle n'a pas répondu à sa lettre en fait à ce moment-là. Là, elle va décider de lui répondre à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi seulement à ce moment-là? Parce qu'il leur arrivait tellement de choses et qu'elle pense à lui. Elle pense souvent à lui. Et elle va lui raconter tout ce qu'elle a vécu, les hommes qu'elle a aimés, les rencontres qu'elle a faites, les enfants qu'elle a eus, les métiers qu'elle a exercés, les voyages qu'elle a fait, et surtout cette forme d'instinct incroyable qu'elle a, de manière très métaphorique. Le lien qu'elle a avec la nature qui est juste extrêmement dingue. C'est ce que j'ai retenu de cette lettre en fait. C'est ces moments de métaphore et de métaphore qu'elle a avec la nature, où elle pense surtout sur la terre ou l'eau, ou le feu. Enfin, il y a vraiment ce lien de la nature extrêmement fort et puissant qui relie tout à la terre. Je me répète un peu, mais je réfléchis à ce que je dis en même temps. J'ai un peu de mal à réfléchir en plus aujourd'hui, mais c'est pas grave. En fait, je suis tellement d'accord avec la quatrième, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et en même temps, il y a ce par-delà nos corps qui veut tout dire, c'est-à-dire que cet homme l'a toujours accompagné d'une manière ou d'une autre, et même par le plus grand des hasards, je n'en dis pas plus, c'est dans la lettre. Et pour ce qui est de la plume, elle est juste magnifique. J'adore ce type de plume
où c'est très élégant, à l'ancienne, avec ce vouvoiement qui était primordial à l'époque. J'adore justement le fait qu'elle ait gardé ce vouvoiement alors que c'était des anciens amants. Alors amants dans quel sens? Parce qu'on imagine toujours le même sens, parce qu'on a un côté un peu, voilà, on a ce côté 21e siècle, mais non, apparemment c'était pas dans ce sens-là. D'où le par-delà nos corps, et je trouve ça d'autant plus beau en fait que ce soit quelque chose de potentiellement platonique, je ne sais pas. Mais c'est pas dit clairement, ça, on nous laisse le choix je pense. Mais le par-delà nos corps prend toute son ampleur une fois que vous l'avez fini. Mon seul petit regret, et encore que, c'est la fin où on a une lettre écrite par les enfants, entre eux, je crois que c'est deux frères, et j'aurais aimé en savoir plus. Parce que c'est eux qui récupèrent la lettre de leur maman, en fait. Et j'aurais aimé savoir ce qu'ils deviennent, ces deux enfants-là, ils ont l'air tellement merveilleux. Bref, c'est un joli petit livre, très court, qui peut pas... Bah non, j'allais dire qui peut paraître cher, mais non, c'est en poche, donc c'est prix classique. Mais voilà, j'ai adoré ce livre, il est très très beau, et du coup ça m'a juste donné envie de lire la lettre de Pierre Sandor, du point de vue de ce soldat allemand, bien des années avant. Mais mes finances sont pas d'accord. Je bouge pas. De la même autrice, même éditeur, Vovol. C'est très bizarre de dire Vovol comme ça. Je suis sûre qu'il y a une façon de le prononcer, mais je ne sais pas quoi qu'est-ce. La mise en page de ce livre est très surprenante. Je sais que quand ma libraire, j'ai pris ces deux-là en même temps en plus. Je ne savais même pas que c'était la même autrice. Comme quoi, vous voyez, je regarde pas les noms d'auteurs. En fait, j'ai ouvert, j'ai lu la première page, j'ai lu la deuxième, puis la troisième, et j'ai rigolé. Et j'ai dit, oui, c'est bon, voilà. Ça fait un peu homme des cavernes au début du livre, en fait. Et j'ai rigolé. C'est une femme qui me parle. Je vous jure que c'est ça. Hein. Du coup, en fait, quand on lit soi-même et que c'est pas interprété par quelqu'un, on a forcément notre propre vision des choses par rapport à son vécu, etc. Et je trouve ça très drôle de commencer comme ça, en fait. Sauf que après, l'histoire continue et je trouve que la quatrième de cour est tellement vraie. C'est comme un conte. Moi, je vois ça plus comme un conte. Il parle du poème des origines, ce qui est pas faux. Mais je vois ça plutôt comme un conte où on suit deux personnages, un homme et une femme. Enfin, ouais, on va dire un homme et une femme. Sauf que là, au début de l'histoire, cette femme s'est retrouvée abandonnée, peu importe comment, mais abandonnée dans une grotte, on va dire ça comme ça. Et que cet homme, qui était son amant, revient la chercher en disant Dieu a besoin de toi. Et elle a dit ouais, bah c'est bon, voilà, moi j'en ai fini. Il nous a bien manipulé, bien utilisé, maintenant stop, je ne veux plus travailler pour lui, grosso modo, c'est ça. Ce qui est très drôle, sauf que ça peut paraître drôle comme ça, mais en vrai, il y a une vraie réflexion derrière, puisqu'elle se base quand même sur le mythe d'Adam et Ève au travers de ces personnages, et que la femme dedans, c'est elle qui a tout pris dans la figure, et que monsieur, lui, il a toujours été tranquille. Sauf que dans cette histoire, on suit le parcours de Adam et Ève, du coup, on va dire, au fil des siècles, de leur transformation, des différents rôles qu'ils ont eus, et de pourquoi ils ont été si souvent séparés. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque c'est tellement dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a un côté féministe? Oui, mais il n'est pas choquant parce que c'est tellement réel en fait. C'est tellement universel en fait. Ce rapport homme-femme qu'on peut voir dedans est universel. C'est exactement ce qui se passe tout le temps. Alors j'espère juste que de temps à autre, il y a quand même des hommes qui prennent leur responsabilité. Mais c'est quand même la charge mentale sur la femme. C'est elle qui doit prendre les décisions parce que monsieur n'ose pas les prendre ou ce genre de choses. S'il y a des hommes qui regardent, ils vont sûrement me détester pour ce que je dis. Mais moi, je constate que c'est ce que je constate moi au quotidien, personnellement. Mais j'ai adoré ce texte qui fait quand même réfléchir sur le statut de la femme, le statut de l'homme. C'est peut-être un peu exagéré effectivement du point de vue masculin, mais il y a quand même des choses qui sont pas fausses. Et je trouve... comment elle a écrit un truc comme ça? Et oui, un esprit naïf, une femme coriace, c'est exactement ça.
la naïveté de l'homme. Parce que justement, il y a ce Dieu au-dessus. C'est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Ce Dieu, ça symbolise un peu la société et son impact sur chacun d'entre nous, je pense. Je suppose que c'est ce qu'elle voulait faire. Mais c'est hyper bien fait et en plus on se laisse emporter par ce côté très poétique et très conte qui peut être lu par tout le monde. Et puis il y a ce rapport à la nature, je pense que c'est une écolo, l'autrice, parce qu'il y a vraiment quelque chose autour de la nature dans ces deux textes qui est incroyable. Et la mise en page. J'aime beaucoup. Je lirai d'autres livres d'elle, c'est sûr et certain. Je sais pas trop quoi en dire. Je me suis dit quand je les ai finis tous les deux, j'ai dit mais comment je vais en parler? Parce que sincèrement, il y a beaucoup à dire. Et en même temps, comment l'exprimer? C'est ce genre de livre qui est assez agaçant parce que il faut trouver les bons mots et j'arrive pas à y trouver. Voilà. Je vous dirais juste de les lire, de vous laisser porter. Et je sais que c'est elle qui a écrit Zizi Cabane que je n'ai pas. Et du coup, je m'en veux d'autant plus de ne pas avoir craqué à l'époque, quand il est sorti l'année dernière. Je me suis retenue à cause du prix. Et parce que j'avais déjà trop de livres à lire. Et maintenant, je regrette. Je regrette parce que j'avais lu le prologue en librairie et je m'étais dit que ça a l'air tellement bien. Et en même temps, j'hésite. Maintenant, je connais sa plume, voilà. Je me dis, j'aurais dû. Voilà. Bref, j'aurais fait 6 bouquins, je crois, là, en une vidéo. 7 même, waouh. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne me serai pas trop perdue en chemin. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Salut!